C'est un grand jour pour Claire. Après 2 semaines d'hospitalisation pour dépression, elle a décidé pour la première fois de sortir s'acheter des journaux. Là, vous allez descendre, vous allez pouvoir aller Oui, chercher votre je vais trouver magazine. la régie, puisque vous m'aviez dit que c'était au milieu du hall. Voilà, au milieu du hall. Dès que vous descendez, Et ils c'est sur votre vont me la gauche. donner, la carte. Et vous Jusqu'à prenez présent, vous avez les elle n'arrivait pas à aller plus loin que le bas de l'immeuble. Il y aura pas de Une phobie sociale apparue au fil des confinements. Il n'y aura pas de problème. Vous êtes dans l'enceinte du CHU, vous êtes en sécurité. D'accord? Il n'y aura pas de souci. Oui, oui, je sais bien, mais ça paraît loin. Non, c'est pas très loin, vous inquiétez pas. On le fait tous les jours, il n'y a pas de souci. Bon, ben, ouais, on va y aller. Allez, quand il faut y aller, allez-y. J'y vais. Le kiosque à journaux se trouve à seulement 300 mètres dans un autre bâtiment de l'hôpital. Ça vous fait quoi d'être à l'air libre là? Bah, ça permet de respirer. C'est pas mal. Sauf que tout ce qui est hospitalier, moi, ça me fait peur. Ce n'est pas tant le virus que redoute Claire, mais la foule. En quelques mois, cette ancienne commerçante a perdu toute son assurance. Oh, je sais pas où c'est la régie. Donc c'est par là. Jusqu'en septembre, Claire travaillait pourtant quotidiennement au contact du public. D'abord gérante, pendant plus de 30 ans de magasin de vin, elle avait ouvert son propre commerce en mai 2019, un dépôt-vente de vêtements d'occasion, dans une rue commerçante de Clermont-Ferrand, dans lequel elle avait investi toutes ses économies, 20 000 €. Mais les 2 confinements ont eu raison de son rêve. Il y a 4 mois, faute de trésorerie, elle doit mettre la clé sous la porte. Ça va, attends, ça doit être là. Depuis, c'est la dégringolade. Donc qu'est-ce que je prends? Normalement, je prends des magazines de mode, mais maintenant, j'ai plus tellement envie. En fait, il faut que je réapprenne à vivre normalement. Vous vous en sentez pas capable, là? C'est un peu tôt, mais il va falloir le faire. De toute façon, je peux pas rester là toute ma vie. Voilà. Et qui couche avec qui, c'est important. Non, je dis, je prends Gala pour savoir qui couche avec qui. Ah, parce bah que écoutez, c'est important aussi, hein. Ça m'intéresse. 12,30 €. Ça change du Covid. Voilà. Merci. Par la gauche, s'il vous plaît, la sortie. Ok. Voilà. Bonne journée. Merci. Après sa faillite, elle n'avait plus la force de vivre seule. À 58 ans, elle est retournée habiter chez son père. Quand on se retrouve chez son papa de 83 ans, qui a été opéré d'un cancer, qui est pas bien, et qui dit si tu sors, tu vas me ramener le Covid, bah, du coup, tu sors plus. J'ose plus sortir, moi. Et c'est comme ça que j'ai passé 3 mois pratiquement sans sortir. Et puis après, ben, pour s'en sortir, il faut appeler le 15. C'était votre cas. Oui, c'est ce que j'ai fait. Un matin, j'en pouvais plus. Le 29 décembre, Claire est transportée en urgence à l'hôpital. Elle a des pensées suicidaires, a perdu 5 kilos et tient à peine sur ses jambes. Aujourd'hui, c'est une première victoire. J'ai mes magazines, Ça a été? donc ça s'est bien passé. Bon. Et puis, à renouveler. Oui, oui, tout à fait. Quand Donc, j'aurai tournez un petit fini. peu au kiosque, vous affrontez un petit peu la foule. Ouais, Ça aussi, ça ouais. vous aidera. Ouais. D'accord? Ok, merci. Je vous en prie. À Bonne tout à journée. l'heure. Merci. 20% des Français se disent aujourd'hui en dépression. C'est 2 fois plus qu'avant la crise sanitaire. Vous voulez que je vous l'amène dans votre chambre? Oh oui, je connais. À l'origine de ce mal-être, la solitude liée au confinement, la crainte de la maladie ou la peur de tomber dans la précarité. Claire est actuellement sans aucune ressource. Une angoisse obsessionnelle qu'elle aborde à chaque entretien avec son psychiatre. Effectivement, quand vous êtes arrivé ici, vous aviez quand même perdu beaucoup d'autonomie, de confiance en vous. Et ouais, j'étais paumée, ouais.
Elle va devoir vivre des minima sociaux. Pour elle, c'est insupportable. Moi, j'ai investi 20 000 € dans un commerce parce que j'avais 58 ans, parce que je voulais bosser et que je voulais une retraite. Et c'est ça que j'accepte pas dans ma tête. C'est que je me retrouve dans une situation qui est l'inverse total de ce que j'avais prévu. Je vais avoir le RSA, chose que je ne voulais surtout pas avoir. Je n'accepte pas d'avoir tout perdu à cause d'une chauve-souris. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Comment voulez-vous que je trouve du boulot si tout est fermé ? Les cafés, les hôtels, les restos, c'est fermé. Et les boutiques, elles se cassent la gueule. Alors, nous, on devient quoi ? Moi, j'en suis là. Ouais. Mais là, on en est à sortir sur des temps courts de Moi, l'hôpital. j'en suis à comment je vais survivre. Pour l'instant, je sais pas. Non. Mais c'est pour ça que vous êtes ici. Moi, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ou on meurt du Covid, ou on meurt de froid parce qu'on est SDF, quoi. C'est ça l'avenir. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. À l'hôpital de Clermont-Ferrand, le service de psychiatrie est saturé. Comme celui d'addictologie, qui reçoit 4 demandes par jour, au lieu d'1 à 2 en temps normal. Laquelle en premier? Allez, allons-y gaiement. Tenez. Les 20 lits sont tous occupés. Vous avez dans votre verre là, c'est du café, c'est quoi? Mathilde a été admise pour la première fois en cure de désintoxication au mois de juin. Puis à nouveau le mois dernier. Vous prenez vos traitements? Oui. Merci. Bon, je vais les cocher. Elle avait des problèmes d'alcool depuis 18 ans. Mais son état s'est aggravé lors du premier confinement. C'est devenu beaucoup, c'est devenu quelques bières et puis une bouteille de muscat ou quelque chose comme ça, ou une bouteille de Porto. J'étais tellement mal que je me rendais pas compte. Souffrez, vous, pendant ce confinement? Je m'occupe plus de ma maison, plus de moi. Je me laisse aller. Vous voyez des gens? Ah non, non. J'ai des coups de fil, mais c'est pas pareil. Et c'est quoi la conséquence des personnes qui viennent vous voir? Je savais que j'étais devenue alcoolique, mais je me voyais pas. Je voyais pas dans quel état j'étais. C'est vrai que j'avais honte quand mon fils venait me voir, quoi. J'étais pas présentable. Il a dit, ça suffit, maman. Faut y aller. J'ai dit, oui, t'as raison. Allez, hop, je t'emmène. En sortant de sa première cure de désintoxication au mois d'août, Mathilde ne boit plus une goutte d'alcool. Mais au mois d'octobre, elle est à nouveau cloîtrée avec ses démons. 4 jours après le début du reconfinement, elle replonge. Là, j'ai peur de le décevoir. Comment ça? Parce que j'ai recommencé. Alors je m'en veux. Parce que lui, il a fait tout ce qu'il a pu, et puis moi, à côté, j'ai redéconné, quoi. Ah, ça va. Ouais, et toi? C'est bien que tu sois venu. Ça me fait plaisir. Son ange gardien vient la voir chaque semaine. Par contre, on peut pas Eric, rentrer, donc... son plus jeune fils, qu'il avait amené ici après le premier confinement. En fait, j'ai le droit de me promener, mais il faut pas que je sorte de l'enceinte du CHU. Ouais. Mathilde est hospitalisée depuis une dizaine de jours. Elle va mieux, mais sait que le combat est loin d'être gagné. Franchement, mon médecin m'a demandé, elle m'a dit que si je sortais, que c'était encore le confinement, j'ai dit que j'y arriverais pas. Vous sentez que si vous restez chez vous, vous pouvez replonger? Chez moi, confiné, oui. Vous replongerez? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Quand on est entre 4 murs, je pense que sans travail, les journées sont très très longues. Il faut s'occuper, et surtout quand on voit personne, quand on n'a pas de contact extérieur, ça aide pas quoi, à sortir de ça. Sois prudent, hein? Oui. Attention. Bon, prends soin de toi. Ouais. Le retour à la maison est crucial pour la réussite d'un sevrage. Mathilde n'est pas prête. Elle doit apprendre à gérer son anxiété et la solitude sans avoir recours à l'alcool.
Pour y parvenir, Vous mettez en face de moi. il faut se remettre en mouvement. Voilà, avancez un petit peu. Très bien. Quand je marche, je m'en vais ou de ce côté ou de ce côté parfois. D'accord. Vous avez un problème de dos? Oui. Vous allez faire ça, là. Les épaules en haut. Mathilde n'a plus d'activité physique depuis qu'elle a perdu son emploi de cuisinière il y a 3 ans. Continuez. Avec le confinement, elle ne sortait même plus se promener. Continuez, c'est très très bien. Le muscle va s'étirer, s'échauffer et vous allez récupérer la souplesse articulaire. Oui. L'activité physique régulière, c'est très important. Ce sera très important aussi pour votre dos et aussi parce que j'ai vu que vous aviez de l'hypertension artérielle, je crois. Oui. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et psychologiquement, ça vous fera du bien de sortir. D'accord? Oui. Vous fléchissez un peu les genoux et vous remontez. Habituellement, la salle de sport est comble, 7 jours sur 7. Mais contraintes sanitaires obligent, c'est désormais une seule personne à la fois. Faites ce que vous pouvez. Mathilde devrait faire une séance par jour. Ce sera seulement une par semaine. Vous travaillez toujours le même sens. Une fois rentrée chez elle devra continuer les exercices. Si vous le faites régulièrement, ça vous servira. Et le jour où vous n'aurez plus envie de le refaire, c'est que là, il y aura une baisse d'humeur. Il y aura un petit problème, un petit moment dépressif. Et là, tout de suite, il faut faire attention. Et si ça dure, tout de suite, être réhospitalisé, pas attendre. Oui, c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième hospitalisation, j'ai pas attendu. Voilà, c'est très bien. Ouais. Vous remontez toute seule? Ah oui. Ok. Oui, oui. D'accord. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour Mathilde, comme pour les autres patients, l'hôpital est devenu une bulle. T'es prêt pour la blotte? Attends, Laurent, il est où? La reprise d'une vie sociale après des mois d'isolement. Je crois, hein. Ah oui? Beaucoup ont connu le même parcours. À chaque confinement, c'est la rechute. Qui c'est qui fait la caisse? Allez, tiens. Attrape. Mathilde a retrouvé Laurence, qu'elle a connue lors de sa première cure. Non plus. Et 5 ans après, vous vous retrouvez à la case départ, quoi. Ben voilà. Et toutes les deux en même temps. Et toutes les deux en même temps. Je lui ai dit négocier pour qu'on se retrouve dans la même chambre, mais Mais ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. Vous pensez que vous avez plongé à cause du confinement? Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Hein. Il y a eu rechute à cause du confinement. Hein. Vous avez fait combien de séjours à l'hôpital en tout, ici? Ça, c'est le 3e. C'est le 3e? Oui. C'est un enfer d'être confiné avec cette maladie, avec l'alcoolisme? Bah oui, parce que c'est votre seul refuge. Hein. Presque. Vous êtes là à tourner en rond dans une maison. C'est pour ainsi dire votre seul refuge après. Surtout quand vous êtes seul. En moyenne, un patient qui suit une cure de désintoxication passe 22 jours dans ce service. Actuellement, une quinzaine de personnes sont sur liste d'attente. Georgia, Georgia. Pour éviter que l'hôpital psychiatrique n'explose, il faut prévenir les crises et éviter autant que possible les hospitalisations. C'est le travail de Valérie, une infirmière du CHU, qui ne fait que des visites à domicile. Elle suit 30 patients chaque semaine, dont Nicole. Bonjour Nicole, ça va? Oui. Ouais. Bon, je rentre. Nicole, 46 ans, est malvoyante. Elle vit seule dans cet appartement. Depuis le premier confinement, elle ne peut quasiment plus sortir de chez elle et a dû cesser de travailler. Alors Nicole, on se voit aujourd'hui un petit peu pour faire le point par rapport à tout ce qui s'est passé. Avant, facilement, ils nous tendaient le bras ou quoi. Maintenant, ils nous disent, suivez-moi. J'ai attendez, je peux vous prendre le bras. Non, on peut pas. Les gens qui vous disent, oui, il faut rester derrière la ligne. Oui, mais madame, je la vois pas, avec ma canne, je la sens pas. Ou bien, oui, il faut faire la queue. Oui, d'accord. Il faut respecter la distanciation sociale. Oui, d'accord. Mais vous savez, pour les non-voyants, ça veut rien dire. Donc, je rentre chez moi, j'en pleurais, quoi, en fait, parce que je me suis battue pour être autonome. Et là, j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris partait en fumée. Et perdre l'autonomie, c'est perdre la vie. Pour vous?
Ah oui, pour moi, oui. D'accord. Dès le mois d'avril, Valérie voit Nicole s'enfoncer dans la dépression. L'infirmière rompt son confinement pour lui rendre visite. Depuis, elle se déplace chaque semaine. S'il y aurait eu personne ou quoi, bah franchement, je pense que soit je me serais suicidée ou soit j'aurais atterri en psychiatrie. Je sais pas comment j'aurais fini, mais en tout cas, ça pouvait pas le faire, quoi. Alors c'était trop, ça a été trop rude et trop d'un seul coup. S'il y a quelque chose qui vous chicane, ben vous vous gênez pas, vous m'appelez. Nicole, qui travaillait comme maraîchère dans un centre d'insertion pour handicapés, a prévu de reprendre son poste dans une semaine. Bonjour Claire. Je suis à l'heure. Oui, c'est parfait. Bon, vous allez... Pour Claire, la patiente qui souffre de phobie sociale, On y va, j'espère qu'on aura les un peu psychiatres de n'envisagent temps, pas de que sortie les pour gens l'instant. On va passer par là. C'est à peu près 15 minutes. Après une dépression, 10-15 il faut parfois réapprendre les gestes du quotidien. Enfin, moi, je suis pour les repas. En compagnie d'Armel, ergothérapeute, Claire va franchir une nouvelle étape, se nourrir correctement. Depuis qu'elle a fermé sa boutique, elle n'a plus du tout cuisiné. Qu'est-ce que vous mangiez avant d'arriver ici? Ah ben moi, c'était un pain au chocolat à 10h et un pain au chocolat à 4h. Yes. Non, c'était n'importe quoi. Pourquoi vous vouliez pas manger? Mais j'en sais rien, c'est que quand je suis toute seule, j'ai un blocage. J'ai pas envie. Je sais pas comment ça s'explique. On va traverser. Attention. On va traverser. Quand on travaille, il faut être à la boutique à 10h. J'étais obligée de manger parce que j'étais debout 10 heures par jour. Oui. Mais quand vous travaillez plus et que vous êtes au lit, ben vous vous dites j'ai pas besoin de manger. Exactement. C'est pour ça que je fais plus de courses. C'est idiot à dire, mais en 6 mois, on peut perdre tout le quotidien devient un enfer. Se lever, se laver, manger. Si je suis pas obligée. Mais avant de cuisiner, elle va devoir se faire violence et aller au supermarché. Donc là, on va rentrer, puis je vous laisse faire... Et si vous avez besoin d'aide, d'accord, il n'y a aucun souci. Alors, concombre, fruits, champignons, il me faut tarama, crème fraîche et après pain poulet. Oui. Alors, tarama, crème fraîche, ça va être par là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait le tour? 3 mois. Comment vous vous sentez là? Ça fait bizarre. Vous vous imaginez là, tout seul? Il faudra bien. Il faudra que je fasse l'exercice 1 fois par semaine. Mais pas plus. Claire a composé elle-même le menu, salade de concombre et escalope de poulet aux champignons. Donc 0, ça s'est éteint. Et plus vous allez vers les 2, 3. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à travailler au contact des autres, vous pensiez que vous pouviez tomber aussi bas? Mais non! Non, je pensais pas que je descendrais, que je serais en train de faire un atelier cuisine en psychiatrie. Ça, c'est sûr. Parce que vu tout ce que j'ai fait dans ma vie comme boulot, c'était bien plus difficile. Ouais. Parce que quand il faut aller voir les sommeliers de chez Ducasse, du Ritz, Guy Savoie pour leur faire goûter du vin et leur vendre du vin, c'est vachement plus dur que de faire cuire des champignons. Hein. Je sers. Merci, ça a l'air très appétissant. La cuisine, si c'est pas beau à voir, ça donne pas envie de le manger. Hein. Un pas de plus vers la guérison. Claire a même retrouvé son sens de l'humour. Voilà. Je vais monter un resto. Comme j'ai 0 € de budget, ça va être parfait. Je serai votre première cliente. Oui, mais on va attendre que ça réouvre. Hein. Au CHU de Clermont-Ferrand, les demandes de première consultation psychiatrique ont été multipliées par 3 par rapport à l'année dernière. Non, ça me fait plaisir de partager ce temps avec vous. Ah non. Séverine dort dans l'arrière-boutique de sa boulangerie depuis 3 mois. Elle a transformé son placard à farine en chambre à coucher. J'ai plus les sous pour me relouer notre appartement.
Voilà. Et pourquoi ici? Parce que là-bas, on sort le courant d'air, donc ici, je suis abrité par les sacs de farine. Tout simplement. Et ça, c'est dur pour vous? Bien sûr, à 50 ans, arriver à faire ça. Là, je vais ranger toutes mes affaires. Cette chef d'entreprise, séparée et sans enfant, passe ici son premier hiver. Et là, je vais prendre ma douche. En quelques mois seulement, la crise sanitaire l'a plongée dans une grande précarité. Voilà. Mon petit coin de douche. Très étroit, mais bon. C'est ma nouvelle maison. Votre boulangerie. Boulangerie, maison. Je sors pas d'ici, personne ne me voit dans la station. À part celui qui vient aller chercher son pain, qui me voit à la boulangerie. Et personne ne sait que vous dormez là. Non, personne. Pendant 18 ans, son commerce idéalement situé au pied des pistes a été florissant. Aujourd'hui, une partie des équipements à l'arrêt a trouvé un nouvel usage. Normalement, là, c'est une chambre de fermentation à viennoiserie. Mais là, du coup, vous avez quoi dedans? C'est un sac? C'est mon sac avec mes affaires dedans. Que vous cachez? Oui. C'est important pour vous de cacher? Oui, très. Parce que c'est la honte. C'est tout. Barricadée derrière sa dignité depuis des mois, Séverine dévoile son histoire pour la première fois. Sa manière à elle d'exprimer sa colère et ce sentiment d'injustice qui la ronge. Implantée au cœur des Alpes du Sud, au Val d'Alos, la boulangerie de Séverine est frappée de plein fouet par la fermeture des remontées mécaniques. La station, désertée par les touristes, est à l'agonie, mais Séverine a décidé de se battre pour sauver son commerce. Partout en France, de nombreux travailleurs ont été jetés soudainement dans la pauvreté. Sur la Côte d'Azur, les grandes fêtes extravagantes arrosées de champagne sont un lointain souvenir. Marc, 59 ans, était maître d'hôtel dans les plus grands palaces de la Croisette et de Monaco. Privé de travail et criblé de dettes, il est menacé de se retrouver à la rue. Je continue de me battre pour essayer de récupérer un semblant de dignité. De se dire, on n'est pas des non-essentiels, on ne sert pas à rien. C'est pas vrai tout ça. À Orléans, pour Delphine aussi, la chute est vertigineuse. Cette ancienne banquière a investi toutes ses économies dans cette salle de sport, fermée au public depuis 5 mois. Elle s'est portée caution personnelle et pourrait tout perdre, son toit et ses biens, en cas de faillite. Même si on a beau nous dire que c'est pas de notre faute et qu'on subit cette crise, bah oui, mais il en reste pas moins que celle qui sombre, c'est moi. Nous avons suivi Delphine, Séverine et Marc, 3 destins brisés par cette crise sanitaire. Parmi les commerçants du Val d'Alos, Séverine pourrait passer pour une privilégiée. Sa boulangerie, considérée comme essentielle par le gouvernement, reste ouverte. Mais elle a beau travailler 7 jours sur 7, son chiffre d'affaires ne cesse de dégringoler. C'est bientôt prêt, chef, non? Sur ses 5 employés, je vous amène l'échelle. Elle n'a gardé que Jérémy, un apprenti boulanger payé au SMIC. Les autres sont tous au chômage partiel. Magnifique, chef. Merci. J'ai une arrière-grand-mère, j'ai eu la chance de la connaître. Elle disait, il faut se lever tôt. Là. Ceux qui se lèvent tôt, la journée leur appartient. Je crois pas. C'est un mauvais dicton. Elle se trompait. Normalement, en pleine saison, je tourne à peu près dans les 3000 baguettes. Et là, on est à combien, chef, à peu près de baguettes on fait? Dans les alentours de 70. Voilà, un truc comme ça. La perte est énorme. Et là, malheureusement, j'éteins déjà le four, alors qu'il devrait tourner toute la journée. Avant la crise, Séverine parvenait à se verser un salaire de 1 600 € net par mois, toute l'année. C'est bon, chef. Merci bien. Ouais. Super. Mais aujourd'hui, elle vit sans revenu et n'arrive plus à payer ses 3 500 € de charges mensuelles. Ma propriétaire, je lui ai téléphoné en lui demandant si c'était possible que je ne paye pas mon loyer, parce que je ne pouvais pas lui le payer. Ce mois-ci? Ce mois-ci. Et elle m'a dit, elle n'était pas contente, hein, c'est pas quelque chose qu'il faut faire normalement, mais bon, j'ai pas le choix de faire autrement.
C'est pour ça que j'avais le choix, le loyer ou l'électricité. J'ai préféré l'électricité. Bonjour. Comment il va le chef? Ça va bien. Il a la forme? Ouais. Vous partez? Demain. Il y a bien quelques touristes, mais pour des séjours express, comme pour ce jeune homme venu randonner pendant 3 jours. Allez. Vous vous rendez compte, il est 8h30, vous êtes le premier client? Ouais, mais ça fait de la peine. C'est énorme, hein? Ça fait vraiment de la peine. Ouais. Ouais. C'est comme ça. 6h40. J'espère qu'on va en sortir, mais je sais pas quand. C'est ça. Le plus vite possible sera le mieux, hein? Ouais, mais ça risque d'être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais. Allez. Merci, bonne journée. Bonne balade, bonne raquette. La saison d'hiver représente habituellement plus de 60% du chiffre d'affaires de Séverine. Sur la Côte d'Azur, dans l'arrière-pays niçois, Marc, le maître d'hôtel, s'enlise un peu plus chaque jour dans la misère. Il pouvait gagner jusqu'à 4 000 € par mois en haute saison. Il est aujourd'hui au RSA. Quoi le bruit? La parole d'alternateur. Normalement, ça ne devait pas le faire puisqu'on a changé la courroie. Mais apparemment, elle a dû se détendre. Il va falloir que mon fils regarde à nouveau. Là, il me reste encore les freins à changer, les amortisseurs et les pneus. En pièces, j'ai calculé 260 €. Vous les avez là, c'est 260 €? Ah non, bah j'attends. Quand vous êtes dans les minima sociaux, vous profitez de rien. Hein. Vous avez du mal à vous loger, vous avez du mal à vous nourrir, vous avez du mal à travailler, vous avez du mal à vivre en fait. Marc vient d'aller chercher de la nourriture dans une association d'aide alimentaire. Pourtant, rien ne le prédestinait à tendre la main pour manger. Il vivait dans cette villa avec son ex-femme et ses 2 enfants. Le couple se sépare juste avant la pandémie, après 27 ans de mariage. Marc a toujours eu une vie confortable. Il était extra, spécialisé dans le luxe entre Cannes et Monaco. Pendant près de 20 ans, il est au service des hommes parmi les plus riches et les plus puissants de la planète. Des mariages, des banquets ou encore des événements internationaux comme le Grand Prix de Monaco. En 2019, du 23 au 26 mai, c'était une mission sur un yacht privé dans le port de Monaco. On a fait 80 heures en 4 jours. Et vous avez gagné combien? 1 312 €. La Covid a mis un coup d'arrêt à son activité. N'étant pas salarié, Marc n'a pas eu le droit au chômage partiel, comme tous les autres extras. Les palais des congrès, celui de Nice, de Cannes et de Monaco, ont annoncé dans la semaine qu'il y aurait, dans le meilleur des cas, une reprise des congrès au 1er septembre 2021. Qui va tenir jusque-là? Il y a presque 2 millions de personnes qui, d'ici peu, très peu de temps, d'ici 6 mois, vont tous se retrouver dans la même situation que moi. Le maître d'hôtel a épuisé toutes ses indemnités chômage. Depuis septembre, il touche le RSA, 555 € par mois. Là, j'ai 30 000 € de dettes en tout. Entre les crédits à la consommation que j'ai été forcé de prendre pour combler momentanément les découverts, ça va très bien, mais après, les crédits, il faut les rembourser. C'est la descente aux enfers? Ah, c'est pire que ça. C'est pire que ça. J'ai fait mon dossier de commission de surendettement. Je perds tout. Logan, son fils de 20 ans, vient le voir 2 fois par semaine. Salut papa. Salut, comment tu vas? Alors bon, je t'ai pas pris grand chose, hein. J'avais pas beaucoup de thunes. C'est pas grave. Mais je t'ai pris de quoi faire un repas ou 2. Logan est mécanicien. Suite à un accident de travail,
il ne gagne plus que 1 200 € net par mois. C'est plus comme avant. Je me serre la ceinture au maximum. Quand la carte elle passe plus, elle passe plus. Voilà. Il faut que j'aide mon père. Voilà. Donc je regarde pas combien il y a sur mon compte, combien il me reste ou quoi. Ça, je regarde pas. Je regarde si la carte elle passe et ce que je peux donner au maximum. Ça a toujours été un modèle pour moi de détermination et de... C'est dur de voir que toute cette détermination, toute cette envie, elle a été réduite à néant. Parce que la conjoncture actuelle, le monde fait que y a tout qui lui est tombé dessus coup à coup. Et derrière, on se retrouve dans la misère, quoi. Donc ça fait mal, ouais. Dans la banlieue d'Orléans, le rêve de Delphine s'est transformé en cauchemar. Cette mère de famille de 38 ans ouvre cette salle de sport flambant neuve sur 2 étages en 2019. Elle y investit 220 000 €. On est dans mon club, on est dans ce que moi j'ai l'habitude d'appeler communément mon bébé. C'est mon 3e enfant, hein. C'est le plus gros projet que j'ai jamais porté. Vous voyez, là, il y a 3 terrains de squash. Au fond, on a une zone fonctionnelle où les gens peuvent s'entraîner de manière plus libre ou en petit groupe avec les coachs. Delphine touche une aide de l'État de 10 000 € par mois, qui lui permet de payer une partie de ses 30 000 € de charges. Dans l'incapacité de payer le reste, la chef d'entreprise a bénéficié d'un report temporaire de ses fournisseurs. Une dette qui s'élève aujourd'hui à 100 000 €. Aujourd'hui, ce club ne vaut rien parce qu'il est fermé. Donc le matériel ne m'appartient pas puisqu'il est en leasing. Finalement, oui, le virus nous fait tout perdre. Ça ne nous fait pas perdre que de l'aspect matériel, ça nous fait perdre confiance en nous, ça nous fait perdre confiance en l'avenir, ça nous fait perdre confiance en l'essence même du pourquoi on a créé ce projet, finalement, réaliser des rêves. Et aujourd'hui, à cause d'un virus, des rêves, on n'a plus le droit d'en avoir. Avant d'ouvrir sa salle de sport il y a 2 ans, Delphine était banquière. Avec son master de droit en poche, elle était conseillère privée pour les entreprises et gagnait près de 3 000 € net par mois. Séparée, elle vit seule avec ses 2 enfants de 10 et 13 ans. Elle leur a offert des voyages aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, tout ce qu'elle a construit risque de s'effondrer. En cas de liquidation judiciaire, elle perd son entreprise, sa maison et ses biens personnels. Un désastre qui l'a fait sombrer dans une profonde dépression. Depuis 3 semaines, elle est sous anxiolytiques et antidépresseurs. C'est comme une marée noire, en fait, qui nous submerge. Il y a des pleurs, il y a du désespoir, il y a des idées noires, en fait, on a l'impression d'avoir une enclume au fond du ventre. On a l'impression de n'être rien et tout nous paraît insurmontable. C'est un tout, en fait. La plupart du temps, on n'arrive même pas à discerner précisément la raison pour laquelle on n'est pas bien. Il y a tellement de raisons, finalement, que voilà, ça monte. Et puis il faut évacuer. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Il faut que j'évacue et je préfère évacuer quand mes enfants ne sont pas là. Sans chômage et sans revenu, Delphine a épuisé toutes ses économies. Sur son compte en banque, elle est au maximum de découvert autorisé, moins 2 000 €. Là, j'ai un courrier d'avis avant poursuite pour payer la cantine de mon fils. C'est pas une grosse somme, c'est 50 € parce que j'ai bénéficié de la bourse du collège en leur expliquant ma situation. Mais ces 50 €, ils restent difficiles à payer. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai choisi d'enlever mes enfants de la cantine pour pouvoir maîtriser ces coûts-là, pour pouvoir diminuer le coût chaque jour, chaque midi des repas.
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Delphine a été caissière pendant 2 mois lors du premier confinement. Comme la crise s'éternise, elle cherche dorénavant un emploi mieux payé dans son ancien secteur bancaire. Au Val d'Alos, un peu plus haut dans la station, Séverine nous emmène voir sa 2e boulangerie qu'elle a été obligée de fermer à Noël. Salut Gaëtan, tu vas bien? Elle salue au passage son voisin commerçant, loueur de ski. Toujours avec tes luges? T'as ouvert quand? Je suis venu dans la semaine, t'étais fermé. Ce matin? Ouais. Tu ouvres que les week-ends toi aussi? Ouais. Ouais. La semaine, il n'y a si, personne? je laisse mon numéro, les gens m'appellent. Ouais. Cette semaine, Et t'as eu j'ai des reçu locations? 2. 2? Énorme. Ouais. Super la station ouverte, hein? C'est magnifique. On va faire avec. Hein. Et là, c'est mon 2e point de vente que j'ai acheté en 2009, parce que c'est 2 bâtiments, c'est des résidences hôtelières. Il y avait entre 1600 à peu près de jeunes qui venaient par semaine, c'était intéressant. Regardez, il n'y a personne sur les parkings. C'est vide. Habituellement, ce petit magasin ouvert uniquement en saison cartonne. Il lui rapporte 30% de chiffre d'affaires supplémentaire. Depuis 2 mois, les rideaux sont tirés. Mais le crédit à rembourser de 400 € par mois ne s'est pas arrêté pour autant. Pour tenter de sauver ses commerces, Séverine mise tout sur son autre boulangerie et ne s'accorde aucun jour de repos. Avec ses 3 vendeuses au chômage partiel, la boulangère ne quitte plus sa caisse de 6 h du matin à 18 h. Bonjour Michel, comment tu vas? Ça va, elle est belle ta boulangerie comme ça. Ouais, j'ai pas encore enlevé les dépôts de Noël parce que j'ai dit avec une année aussi triste, il faut garder la gaieté. Donc je les enlève pas encore. Non mais tu as raison, ça fait un peu de... Voilà. Et puis les enfants, ils sont contents parce qu'ils voyaient encore le Père Noël. Alors chaque fois, ils me posent la question, mais il passe encore? Alors je dis, ben j'attends toujours, mais le matin, je regarde et il n'y a toujours pas de cadeau sur sa chaussure. Même quand tout est fermé, elle est ouverte. Donc c'est la vie de la station, une partie. Malheureusement, elle a des problèmes de gluten, donc elle achète jamais, que quand elle a sa petite fille. Mais c'est une amie, on discute. Elle a toujours le petit mot en partant qui me dit « Allez, garde le moral », donc ça fait du bien. Et puis là, ils vont rentrer ce soir, ils s'arrêtent et ils me racontent leur balade. Et ça me fait du bien. C'est comme si j'avais baladé avec eux. Merci beaucoup, Comme Michel, ils sont une petite centaine à vivre ici à l'année, contre 20 000 en pleine saison. Anaïs, elle est toute nouvelle dans la station. Elle a racheté un commerce il y a quelques jours. En fait, je suis la fille de Brigitte. Et en fait, nous avons racheté un snack sur les pistes. Si la terrasse est grande chez toi, c'est que c'est noir de monde d'habitude. Tout le monde, quand j'ai acheté, ils m'ont dit « Vous avez repris ça ?» Mais c'est un truc, mais c'est le truc qui marche le plus à la station. Et normalement, il faut combien de baguettes Un par jour, alors en basse période. Moi, elle se servait chez moi, donc c'était 40 baguettes et en week-end, c'était 90, 100. Voilà. Plus des panini. Et hier j'ai passé exactement 4 baguettes et 2 burgers. En temps normal, Séverine livre une quinzaine de restaurants et une dizaine d'hôtels. Dans l'arrière-boutique, la farine arrive à sa date de péremption dans 1 mois et demi. 4 000 €, bientôt jetés à la poubelle. La farinière qui n'a pas descendu. J'ai fait rentrer ma farine au mois de décembre, le début décembre, puisqu'on ne savait pas bien où on allait. J'avais espoir. Ils ont ouvert les plages, ils disent ouvriront les stations, c'est une obligation. J'ai fait rentrer comme d'habitude. Mes 360 sacs de farine blanche et mes spéciaux. Et voilà, normalement la farine arrive jusque là, vous voyez ce que j'ai pris seulement. Une catastrophe. Oui, j'arrive. Salut, tu vas bien? T'as la forme? Le pire, c'est qu'il faut continuer à acheter les produits essentiels, comme l'huile d'olive ou le sucre. Et là, il y a la facture. Ouais, ça, il n'oublie pas de me l'amener. Je te garantis qu'il est méchant avec moi. Il n'est pas gentil du tout. Voilà, j'en ai pour 2076 €. Pourquoi tu me l'as fait en double? J'ai eu peur. Il y en a une pour moi. Ah, d'accord. Voilà, c'est signé, chef. Et j'ai eu son patron et il m'a dit on verra fin mars. Normalement, j'aurais dû la payer la semaine prochaine, mais alors je leur ai dit non. Ils ont bien voulu.
Malgré tous ses efforts, Ça devient pénible, leur histoire. Séverine s'enfonce un peu plus dans les dettes. On n'a pas tous la chance de s'appeler Leclerc ou Rothschild. Donc on subit. J'aurais aimé être la fille à Rothschild. Sur la Côte d'Azur, Marc perçoit une lueur d'espoir. Rivé sur son téléphone, il passe ses journées à envoyer des candidatures. Une centaine au total, essentiellement pour des postes de chauffeur-livreur. Aujourd'hui, un emploi pourrait correspondre enfin à ses compétences. Mon CV me permet à la fois de prétendre à l'encadrement d'une équipe. Ah ben, depuis le temps que j'envoie des CV un petit peu partout pour essayer de trouver du boulot, parce que dans ma profession, c'est compliqué. C'est la seule offre d'emploi où on me demande d'avoir des qualités de maître d'hôtel en plus d'une expérience en boulangerie-pâtisserie, et il se trouve que je réunis les deux conditions. Nous vous proposons donc un entretien d'embauche par mail et par téléphone, avant notre rencontre. La mission du futur maître d'hôtel sera d'organiser les points de vente de restauration dont il a la charge. Il s'agit d'une chaîne de boulangerie qui va ouvrir un nouveau magasin à côté de chez lui. Ce qui me fait espérer, c'est que la réponse à mon offre d'emploi a été très rapide et la demande de complément d'information aussi. Donc, je vais prendre une photo. Un poste à 1 900 € net par mois. Au moment où il nous raconte sa recherche d'emploi, quelqu'un frappe à la porte. C'est un huissier. Rentrez. Non, c'est bon, monsieur, vous inquiétez pas. Rentrez, je vous en prie. Allez. Rentrez. Ouais, c'est gentil. C'est là. Ah, bon, voilà. Ouais, mais... Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais c'est personnel, là, pour monsieur. Donc, Bah si, mais... Ouais, non, c'est bon. Arrête la caméra. Voilà. Merci, bonne journée. Donc voilà, ça continue. Un huissier qui... On vient de me remettre ça. Congé pour reprise bail meublé à usage de résidence principale. Là, ce qui veut dire qu'ils veulent reprendre l'appartement parce que je ne paye pas depuis 6 mois. Et vous donne donc congé d'édits locaux pour le 6 juillet. Voilà, j'ai jusqu'au 6 juillet pour trouver un autre logement. Est-ce que ça vous fait peur de vous retrouver à la rue? Ça fait un moment que j'y pense, oui. Oui, malheureusement. Voilà ce qui arrive quand on n'a plus de travail. Marc va faire une demande de logement social, mais les délais peuvent être très longs, parfois plusieurs années. Dans la banlieue d'Orléans, c'est toute une famille qui est impactée. Le quotidien de Tom, le fils aîné de Delphine, la gérante de la salle de sport, est bouleversé. Bonjour maman. Salut mon petit cœur. Ça va mon chéri? Bah oui, et toi? C'est bien passé ce matin? Oui. Du haut de ses 13 ans, Cotiti. il a vu sa maman se métamorphoser et se sent impuissant face à une telle situation. Bah, je la soutiens moralement. Après, je peux pas faire grand-chose au niveau du travail pour elle. Et toi, tu lui dis que t'es inquiet aussi? Bah, pas trop. Tu le gardes pour toi? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que je veux pas la stresser, enfin. Donc tu gardes ça pour toi? Bah oui. C'est quoi qui te fait le plus de peine? J'essaie de comprendre. De la voir triste. De la voir tendue tout le temps. Bon, bah, j'ai fait à manger, ton frère il est arrivé, donc impeccable, on va pouvoir passer à table. Ouais. On y va? Ouais. Allez, Tom, on passe à table? Hop. Alors, j'ai fait du riz cantonné, ça vous va? Ouais. Ouais, impeccable. Allez, à table. Lorsqu'ils se retrouvent en famille, chacun retrouve le sourire, le temps d'un repas.
c'est nécessaire pour eux d'être transparents, de leur faire comprendre que la situation est compliquée et surtout de leur permettre de comprendre que les problèmes d'adultes doivent rester les problèmes d'adultes et que les problèmes d'enfants doivent rester leurs problèmes d'enfants. Ils ont besoin de le comprendre parce que moi je le vois dans leur comportement aussi, ils ont vite fait d'absorber le mal-être qu'on peut ressentir, surtout si on ne leur explique pas. Après une année sous Covid, la précarité s'est installée dans de nombreuses familles jusque-là épargnées. Comme Delphine, 1 million de personnes auraient basculé sous le seuil de pauvreté. À la station de ski, il est 18h. Séverine termine sa journée. Elle a travaillé 13 heures. Aujourd'hui, ma recette est de 248. Avec ça, je devrais payer mes fournisseurs, mon loyer, mon électricité, tout ce qu'il y a à payer, et qu'avec 248 €, ça va être dur. Une journée ordinaire de février, sans Covid. 2000 et quelques. Voilà. Sa journée se termine comme elle a commencé, dans sa farinière. Séverine s'installe pour la nuit. Il fait 17 degrés. Et vous arrivez à dormir ici, dans ces conditions? Un peu de fatigue, on arrive à faire au moins 3 heures par nuit. Ça, c'est sûr. C'est un peu ma moyenne, 3 heures de sommeil. Donc vous allez rester là? Eh oui. Jusqu'à ce que je peux. Tant que ma propriétaire veut bien me garder sans que je paye. On verra après. Parce que sinon, il va se passer quoi? Si elle m'envoie l'huissier, je serai obligé de partir. Hein. Pour le moment, elle me fait grâce, mais jusqu'à quand? Elle aussi, je pense qu'elle a besoin de sous, comme moi. Sur la Côte d'Azur, Marc, le maître d'hôtel, vient de recevoir la réponse à l'offre d'emploi pour laquelle il a postulé la veille. Si vous recevez ce mail, c'est que votre candidature a été retenue. C'est donc avec honneur que nous vous adressons ce message pour confirmer que votre candidature a été définitivement retenue à partir du 8 février, oui, j'aurai du travail. Voilà. Comme quoi, se battre et continuer, il ne faut pas arrêter, quoi. C'est inespéré. Enfin, je vais peut-être voir le bout du tunnel. Un CDI qu'il s'empresse d'annoncer à son fils aîné Melvin et à son meilleur ami Christophe, lui aussi extra. Ça va? Ça va? Ça va. C'est une bonne nouvelle que j'ai eue ce matin. Ils ont accepté la commission de surendettement? Non. C'est le boulot? Ouais. Ah, c'est cool. Ah, bien. J'ai reçu ce matin, c'est une réponse positive pour être manager d'une boulangerie-pâtisserie semi-industrielle. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ils prennent en compte mes frais, ils me parlent déjà de m'envoyer un chèque de 1 700 € pour couvrir les frais. Mais ouais, d'accord, mais je veux dire, tu as eu un contact ou c'est juste ça que tu as eu? J'ai eu un contact par téléphone et par mail. Et là, il me demande mes coordonnées bancaires et il a besoin de mon RIB pour me faire un virement de 1 700 € qui me servira à couvrir les frais d'habillement professionnel. Ah oui, j'ai vérifié sur Internet. Sans travailler, il va t'envoyer, il va te... Regarde. Ouais, mais regarde, je veux dire, les mails, c'est... Oui, d'accord, mais bon, si tu veux... Non, mais moi je dis c'est une bonne nouvelle. Maintenant, les coordonnées bancaires, on te fait une avance. Moi, j'ai jamais été... moi, j'ai jamais été... un chèque à la maison s'ils ont envie. Qu'il envoie un chèque, tu donnes l'adresse. Je me suis renseigné sur Internet, sur la société. Oui, mais sur Internet, Marco... Non, mais sur la société, tu as les bilans de la société. Elle fait quand même 11 millions net de chiffre d'affaires. Attends, demande-leur un rendez-vous et tu leur donnes en personne. Ils me le donnent le rendez-vous déjà, le 8 février. Voilà, avant d'envoyer les coordonnées, tu vas prendre le rendez-vous,
tu vas voir où tu te trouves. Coordonnées bancaires, c'est fini. Pourquoi? S'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent. Bah ouais, mais si c'est une arnaque bien montée. Non, ça va être simple. Je vais leur dire que j'ai fait un dossier de commission de surendettement et que le virement, pour le moment, c'est pas quelque chose qui va m'arranger. Voilà, tu dis. Marc a refusé de leur donner ses coordonnées bancaires. Il n'a plus jamais eu de nouvelles. Plusieurs de ses collègues extras ont reçu la même promesse d'embauche attrayante. Cette offre sur Indeed, un moteur de recherche d'emploi, était bien une arnaque. Pour Delphine, la gérante de la salle de sport d'Orléans, Oui, allô? ces entretiens ont fini par payer. Oui. L'invitation est assez simple. Écoutez, c'est plutôt favorable pour essayer de vous rejoindre dans vos équipes. Franchement, vous êtes mon rayon de soleil de la journée. Hein? Voilà. Ok, super. Bon week-end. Merci. Le soleil alors. Ouais, voilà. C'est ça. Je vais synthétiser de la vitamine D. Je vous remercie, monsieur. N'hésitez pas, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ouh, pardon. Non. Je viens d'avoir une réponse positive pour du travail. Et c'est un réel soulagement, quoi. C'est un soulagement pour ma stabilité et la stabilité de ma famille pour les mois et les années qui viennent, quoi. Tom? Ouais. J'ai trouvé du travail, mon cœur. Ah ouais? Ouais. Un poste de conseillère bancaire en CDI, payé 2 200 € net par mois. Donc je suis contente. Même si sa salle de sport est toujours en sursis, Delphine devrait pouvoir sortir doucement de cette spirale infernale. C'est dans la banque. Donc ça veut dire... tu sais ce que ça veut dire?